Ministre, la parole est maintenant à Monsieur Alexis Corbière. S'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis votre arrivée, le SMIC n'a pas été revalorisé. Le gel du point d'indice des fonctionnaires a été maintenu. La CSG va être augmentée avec pour conséquence que les retraités vont voir baisser leur pouvoir d'achat, notamment ceux qui ont une pension de plus de 1 200 €. Surtout, une annonce de votre gouvernement a dernièrement choqué profondément le pays. Vous prévoyez, à partir du 1er octobre, de baisser de 5 € par mois le montant des allocations logement. Après les retraités, les fonctionnaires, les smicards, vous attaquez maintenant les plus pauvres. Cela concerne 6,5 millions de nos concitoyens, les plus modestes, les plus fragiles. 76 % des ménages se situant dans les 10 % de la population française la plus pauvre touchent ces APL. Avez-vous calculé d'ailleurs le nombre de pauvres supplémentaires que vous allez fabriquer? 5 €, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait les courses ce matin, Monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Elles sont à votre disposition et aussi à la disposition de la députée Aupetit. Voilà, en même temps, Monsieur le ministre, votre politique, c'est s'en prendre aux plus pauvres et rendre plus riches. Poursuivez, Monsieur Corbière. Je citerai un exemple. 0,1 % des plus riches en raison de votre réforme de l'ISF, soit 340 personnes, vont économiser 3 millions d'euros par an en moyenne. Cela va coûter 2,3 milliards et presque 3 milliards pour le budget de l'État, soit les montants des bourses de 600 000 étudiants. Donc je vous pose ma question, Monsieur le Premier ministre. Serez-vous le Premier ministre d'un gouvernement au service des nouveaux riches qui fabriquent des nouveaux pauvres? Quant aux commissions pour 5 €, elles sont à votre disposition. Merci, Monsieur Corbière. La parole est à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Gérald Darmanin. Monsieur le chers Président, collègues, attendez, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs les députés, Mes chers collègues, asseyez-vous, s'il vous plaît. Personne n'a le monopole du cœur, mais certains semblent avoir le monopole de la démagogie. Il est bien déraisonnable de parler comme vous le faites, si vous me le permettez, quand on connaît les difficultés de nos concitoyens. Et je n'ai pas de leçon à recevoir, ni aucun membre du gouvernement, sur le travail que nous allons faire pour les plus faibles. Parce que les économies que nous allons faire, c'est l'augmentation de la lutte handicapée de 100 € avec Madame la secrétaire d'État, ce qui n'a jamais été fait. C'est l'augmentation du minimum vieillesse de 100 € par mois, ce qui n'a jamais été fait. C'est l'augmentation par cette majorité de la prime d'activité avec Madame la ministre du Travail. C'est la suppression de la taxe d'habitation, 550 € en moyenne de remboursement de pouvoir d'achat. C'est 260 € pour un ouvrier au SMIC grâce à la suppression des cotisations. Et moi, dans ma commune à Tourcoing, je les vois tous les jours, les gens qui font les courses. Et la démagogie aujourd'hui, c'est pas celle que vous croyez, c'est celle qui souligne, comme l'ensemble de la majorité, qu'il faut être courageux, qu'il faut faire des économies, qu'il faut baisser les impôts, qu'il faut relancer la croissance. Et le meilleur moyen de faire une politique sociale, c'est retrouver du travail pour tout le monde. Merci. La parole est maintenant à Madame Anne-Christine Lang. Mes chers collègues, un peu de calme. Seule Madame Lang a la parole. Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un hommage solennel à Corinne Erel, députée des Côtes-d'Armor, dont le travail réalisé dans cette maison de la République demeurera un exemple, dont la présence militante continuera à marquer, je le sais, nombre d'entre vous qui aviez eu l'occasion de croiser sa route.
Nul plus que Corinne Herel n'aurait eu plus de légitimité à siéger dans cet hémicycle. Nul, sans doute, n'aurait eu plus sa place au sein de cette majorité parlementaire qu'elle avait tant appelée de ses vœux, qu'elle avait tant contribué à construire par la pédagogie de ses choix, par son engagement inlassable aux côtés d'Emmanuel Macron au cours de la campagne présidentielle du printemps dernier. Cette campagne, Corinne lui a tout donné, tout sacrifié. Elle lui a donné son talent, son temps, sa force de travail, et elle était impressionnante, cette force. Elle lui a sacrifié les moments intimes indispensables à la vie, les temps de respiration et de repos sur ces terres bretonnes. Elle y a consacré tant de force, toutes ses forces. Jusqu'à ce 5 mai 2017. Cette date, cette ville resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Alors que nous vivions le dernier grand moment de la campagne présidentielle, que nous venions de vivre une aventure collective extraordinaire, notre collègue et amie Corinne Herel nous quittait à tout juste 50 ans. La cruauté du destin ne lui a pas permis de vivre une victoire qui lui doit pourtant tellement. Elle ne lui permet pas aujourd'hui de participer à la mise en œuvre d'un projet qu'elle avait pourtant contribué à construire et à enrichir de son savoir et de son expérience. C'est donc désormais à nous qu'il revient d'être collectivement dignes de la mémoire de Corinne. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance et l'honneur de la fréquenter, permettez-moi quelques rappels. Fille unique d'une famille finistérienne, Corinne est née le 3 février 1967 à Quimper. Diplômée de l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole, avec une spécialisation en aménagement du territoire, elle s'est immédiatement mise au service d'un pays qu'elle aimait tant et qui lui a tant donné en retour. Son premier engagement professionnel s'est fait au sein des services de la charte intercommunale du Trégor rural. Elle y fut chargée de l'aménagement et du développement du territoire de l'un des 9 pays historiques de la Bretagne qu'elle ne cessera de défendre tout au long de ses différents engagements. Adhérente au Parti socialiste depuis 1997, elle s'engagera aux côtés d'Alain Gouriou, alors député-maire de la ville, en devenant sa collaboratrice parlementaire. En 2004, elle sera élue pour la première fois aux élections régionales sur la liste conduite par Jean-Yves Le Drian. En 2007, les électrices et les électeurs la choisissent pour succéder à Alain Gouriou. La 5e circonscription des Côtes-d'Armor envoie ainsi sa première femme députée à l'Assemblée nationale. C'est à ce moment que j'ai connu Corinne. Nous avions lié les liens si particuliers et dont beaucoup d'entre vous découvrent la singularité aujourd'hui, qui unissent celles et ceux qui deviennent pour la première fois des députés de la Nation. Le hasard des implantations industrielles nous amènera par ailleurs à travailler rapidement et régulièrement ensemble à la préservation des intérêts des salariés des sites Alcatel, de Lannion et Orvaux, situés dans nos circonscriptions respectives. Au sein de l'Assemblée nationale, Corinne est très vite devenue une experte dans les questions liées au numérique et aux télécommunications. Elle en maîtrisait les aspects techniques, la dimension technologique, non par formation scientifique, mais par goût. Le mot est trop faible, je crois qu'il conviendrait de dire par passion. Par passion, oui, pour l'innovation. Le numérique, Corinne en percevait les implications en termes de développement économique et d'emploi. Mais elle en mesurait également, d'un point de vue authentiquement politique, les enjeux en termes de pratiques sociales, de démocratie et d'éthique. Son expertise aura profondément marqué les 2 législatures au cours desquelles elle a siégé dans cet hémicycle. Quiconque parmi vous aura à travailler sur le numérique pourra s'inspirer des travaux auxquels elle a contribué dans une approche transpartisane. Corinne Herel fut ainsi l'auteur de nombreux rapports d'information. Dès 2008, elle travailla avec Jean-Dionys Duséjour sur la mise en application de la loi sur la confiance dans l'économie numérique. En avril 2011, elle collabora avec Laure de la Raudière sur la question de la neutralité de l'Internet et des réseaux. En décembre 2011, elle appelle l'attention sur la question si essentielle pour la cohésion sociale comme pour la cohésion territoriale de la fracture numérique. Réélue en 2012, elle poursuivit son travail en devenant rapporteur pour avis du budget communication électronique et économie numérique dans le projet de loi de finances. Elle rédigera encore, lors de son second mandat, de nombreux rapports. En février 2013, sur la régulation de la filière télécom, puis en mai 2014, sur le développement de l'économie numérique française. En 2015, elle avait participé à la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l'âge du numérique.
car Corinne puisait dans son engagement une conviction démocratique sans faille et un sens aigu de l'égalité. Elle voulait contribuer à faire bénéficier l'ensemble de la société des opportunités de développement offertes par le numérique. Européenne convaincue, elle s'est battue sans relâche en faveur des dossiers du numérique et des télécommunications à l'échelon de l'Union, afin de permettre à notre continent de se saisir de ces enjeux et d'en tirer profit. Réformiste assumée, elle a toujours privilégié l'intérêt collectif et ses valeurs aux structures partisanes. Véritable social-démocrate, elle a toujours privilégié le consensus et le dialogue social pour convaincre, sans jamais tomber dans le monde de l'inertie, des conservatismes et encore moins de l'impuissance. Et pour cela, en social-démocrate assumée, elle portait la conscience de la nécessité de réformer, d'adapter, d'innover, l'innovation encore et toujours. En 2015, Corinne Herrel sera logiquement nommée vice-présidente de la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. C'est à l'occasion de ces débats qu'elle nouera une relation de travail, de confiance et d'amitié avec Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Dès le mois d'avril 2016, elle le soutiendra à l'occasion du lancement du mouvement En Marche. Aux côtés de Richard Ferrand, Christophe Castaner, Arnaud Leroy, Stéphane Travert et Jean-Jacques Bridet, elle fit partie des premiers des députés à s'engager aux côtés du ministre de l'économie de l'époque. Et c'est ainsi qu'elle consacra son énergie à la recomposition politique dont notre Assemblée est aujourd'hui l'illustration. Elle l'a fait à sa manière, sans se mettre en avant, sans compter sa peine jusqu'au bout. Mais aussi avec une gentillesse, une humanité qui ont marqué, je le sais, toutes celles et tous ceux qui l'ont côtoyée. Nous étions, comme beaucoup sur ces bancs, tous deux amoureux et défenseurs de la Bretagne. Corinne illustrait la complémentarité qui contribue à un équilibre personnel entre un profond attachement à la France et une fidélité à ses racines. Elle savait, elle démontrait que la richesse de notre pays tient aussi dans le respect et la capacité à cultiver des identités régionales fortes et ouvertes. Et je ne peux évidemment oublier cet autre combat qui nous rapprochait et que beaucoup d'entre vous partagent, celui de l'environnement. Corinne Herrel fut en première ligne sur la question de l'extraction des sables marins, interpellant régulièrement les pouvoirs publics, y compris le ministre de l'économie de l'époque, sur les dangers en termes d'environnement, de biodiversité, de préservation du littoral. Elle connaissait, elle défendait ce joyau naturel qu'est la côte de granit rose. Une roche si particulière, si unique, dont elle symbolisait finalement tellement fidèlement par son travail, sa manière d'être, sa présence, à la fois la force et la fragilité. Intègre, pragmatique, forte de ses convictions, bienveillante, volontaire, passionnée et attentive aux autres, Corinne restera à jamais un exemple pour nous tous. Et il nous appartient désormais de préserver son héritage et de poursuivre son action. À vous, sa famille, mais aussi à travers vous, à ses proches, ses amis, anciens collègues qui se joignent à nous par la pensée, je veux témoigner au nom de toutes et de tous les députés de l'Assemblée nationale, comme en mon nom personnel, solidarité, amitié et profonde sympathie. La parole est à Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, les mots que vous venez de prononcer, Monsieur le Président, ont, je crois, résonné d'un écho particulier dans les cœurs de cette Assemblée, sur tous les bancs. Je pense à Richard Ferrand, à Éric Bothorel, son successeur, à Laure de la Raudière, son ami, et à tous ceux qui ont travaillé avec Corinne Herrel. Vos mots ont aussi résonné dans le cœur de plusieurs membres de ce gouvernement qui faisaient partie de ses amis proches. Je n'ai pas eu cette chance. Bien sûr, je connaissais Corinne Herrel, elle était un visage familier, ici, toujours souriant, gai, concentré aussi, énergique toujours, décidé. Le respect immense qui l'entourait était proportionnel à sa modestie et, disons-le, à sa gentillesse. C'est sans doute ce qu'il y a de plus frappant chez elle. Durant l'exercice de ses responsabilités, Corinne Herrel a fait briller les belles qualités de la politique. L'engagement, la simplicité, la franchise, l'humilité. Elle a prouvé que l'on pouvait mener une brillante carrière sans carriérisme, que l'on pouvait s'engager en politique sans violence ni calcul.
Chose triste et fatale, s'exclamait Victor Hugo, les ouvriers de l'intelligence sont souvent emportés avant que leur journée soit faite. Les journées de Corinne Hérel étaient bien remplies. Trop peut-être, mais sans doute jamais assez pour celle qui était une travailleuse acharnée. Dans ces journées, il y avait sa terre natale, la Bretagne, une terre qu'il a vue grandir et à laquelle elle s'est très vite consacrée jusqu'à devenir la première femme députée de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor. Je ne reviendrai pas sur les détails de son parcours que vous venez de retracer, Monsieur le Président, mais je voudrais en souligner les grandes lignes de force. Depuis 10 ans, Corinne Hérel a sillonné en tous sens cette circonscription, Lannion, Paimpol, Tréguier, pour y assurer ses permanences tous les jours de la semaine. Elle s'y est battue sur tous les fronts, avec une opiniâtreté toute bretonne, et c'est un Normand qui le dit, avec admiration. Sur le front économique, en soutenant la création du pôle technologique de Lannion. Sur le front social, en se mobilisant en faveur des salariés d'Alcatel-Lucent au moment du rachat de l'entreprise par Nokia. Sur le front écologique, vous l'avez dit, Monsieur le Président, tout le monde se souvient de son combat pour la sauvegarde des côtes du Trégor et son opposition résolue au projet d'extraction du sable coquillé en baie de Lannion. Enfin, sur le front peut-être le plus important du quotidien, je fais référence ici à ces milliers de rencontres qui nourrissent la vie et la réflexion d'un parlementaire, à ses sourires, à ses critiques, à ses encouragements, à ses conseils, à ses paroles qui apaisent, qui orientent et qui rassurent nos concitoyens. Dans ces journées très remplies, il y avait en plus l'Assemblée nationale, sa commission des affaires économiques, qui occupait évidemment une place particulière. En 10 ans, Corinne Hérel est devenue une spécialiste reconnue du numérique, en signant ou en co-signant 6 rapports parlementaires sur le sujet. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, c'est cette conviction, cette passion pour le numérique, pour la transformation qu'elle impliquait sur notre société, qui l'a conduite à croiser un jour la route d'un ministre de l'économie, qui défendait ce qui deviendra la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Une loi dont Corinne Hérel a été l'une des chevilles ouvrières. Cette loi a surtout été l'occasion pour elle de partager puis de défendre une vision commune de l'avenir. Très vite, au contact du candidat Emmanuel Macron, elle a perçu la nature de la transformation qui se préparait et dont elle avait, par son sens du collectif, sa capacité à s'extraire des clivages traditionnels, anticipé les effets. C'est pourquoi, dès le lancement du mouvement En Marche, elle a décidé de le rejoindre, sans renier ses convictions, mais en l'assumant clairement. Comme dans tous ses autres combats, elle s'y est engagée sans retenue, aux côtés d'un grand nombre d'entre vous. Elle a connu les doutes inhérents à toute campagne, les mises en cause, puis ce souffle extraordinaire qui porte un candidat et un projet en phase avec les attentes d'un pays. Jusqu'à ce soir de mai, à Plouisy, vers 20h30, où sans crier gare, ce cœur pourtant si généreux a décidé de nous priver de sa présence. Ce dernier battement de cœur a suscité une immense onde de choc chez ses proches et dans sa terre de Bretagne. Je me souviens de cette phrase de Philippe Séguin qui évoquait un jour les terribles exigences et l'engagement entier qu'appelle parfois le service de la nation. Ces exigences, cet engagement, font la noblesse de la mission que les Français nous ont confiée. Elles font surtout la noblesse de ceux qui, comme Corinne Hérel, vont parfois jusqu'au bout de leurs limites pour l'accomplir. C'est dur la politique. C'est dur parce que cela implique forcément une part de renoncement. Renoncement à ses proches, à ses passions, renoncement au confort parfois douillet de l'anonymat. C'est physique aussi. Il y a la fatigue, les kilomètres, les permanences, les séances de nuit, le stress, les dossiers. Cette âpreté morale, physique, nos concitoyens, et c'est normal, ne l'aperçoivent pas toujours, mais elle est réelle. Gardons à l'esprit quel est le prix d'immenses satisfactions. Des satisfactions qui, selon le mandat qu'on exerce, prennent des formes différentes. Une PME qui s'installe, un quartier qui se transforme, une famille qui retrouve un logement, un enfant prometteur qui réussit, une loi importante qui voit le jour. Lors de ses obsèques, le président de la République lui avait rendu hommage en ces termes, je le cite, « Il y a des personnes qui sont une grâce et qui, quand elles accompagnent des combats difficiles, permettent de ne jamais oublier le trésor que constitue l'humanité. » Oui, la politique peut être dure,
injuste, mais elle est aussi très belle, très vertueuse, surtout quand elle prend les traits de personnalités comme Corinne Herel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, aucun hommage, aussi solennel soit-il, ne compensera la douleur de la disparition de Corinne Herel. Les hommages passent et passeront, la peine demeurera, à commencer par celle de son mari, de sa belle-sœur, de son beau-frère qui sont présents parmi nous, ainsi que de ses parents auxquels j'adresse au nom du gouvernement mes plus sincères condoléances. Les hommages passeront et nous, et quand je dis nous, ce n'est pas nous, personnes physiques, c'est l'Assemblée nationale, le gouvernement, nous resterons. Et je crois que nous pouvons faire quelque chose à la fois de simple et d'exigeant, c'est de s'inspirer de son exemple, d'emprunter ce chemin de travail et d'honnêteté qu'elle a tracé sans le savoir pour toutes celles et tous ceux qui siègent aujourd'hui dans cette Assemblée. Nous avons tous ici en commun, avec Corinne Herel, dont nous pouvons considérer qu'elle est parmi nous aujourd'hui, l'amour du pays, l'amour du débat, l'amour de l'engagement, des désaccords profonds. Mais l'exemple de Corinne, c'est l'exemple d'un amour du pays, d'un amour de l'engagement, d'un amour du débat et d'un immense respect. Et si, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président, Corinne restait, y compris dans le cœur de ceux qui ne l'ont pas connue, comme un exemple de respect, alors elle aurait laissé une immense chose. Je vous remercie.